Zoé Sagan, c'est le premier personnage de fiction qui a créé sa première œuvre autonome. C'est-à-dire qu'elle est sortie des romans dans lesquels je l'avais créé, qui étaient mes deux premiers romans qui n'ont pas été publiés, qui s'appelaient À usage unique et Fils de psy, et qui était donc un personnage de fiction pure et dure, et qui un jour, dès début 2018, s'est inscrite sur les réseaux sociaux, particulièrement Facebook, Instagram et Twitter, et a commencé sa vie littéraire de façon autonome. Et je dis souvent que c'est comme si Flaubert avait finalement effacé son nom d'auteur pour créer une Madame Bovary complètement autonome. La grande nouveauté, c'est d'avoir peut-être effacé le nom de l'auteur, mais c'est surtout d'avoir créé un personnage qui a eu un poids dans le réel. C'est-à-dire que Madame Bovary n'aurait pas pu faire sortir le maire de Paris, ou le futur maire, ou un candidat potentiel. Zoé Sagan, si. Et je pense que c'est la grande différence. Et c'est pour ça que j'ai conceptualisé un nouveau genre littéraire qui s'appelle l'infofiction, qui est entre l'information et la fiction, où on est dans cette frontière poreuse. On a aujourd'hui finalement deux genres établis, la fiction qui est une forme de création littéraire imaginaire, on a la non-fiction qui serait un travail de documentation, qui devrait se rapprocher de la réalité, ce que sont les essais, et il en manquait une, puisqu'on est rentré dans une ère de changement de paradigme où on ne distingue plus la réalité de la fiction. On ne distingue plus le vrai du faux, et il me fallait un cas d'école pour pouvoir le prouver, et je crois que Zoé Sagan a fait le travail. Pourquoi maintenant Zoé Sagan est partie aussi vite comme Satan 2, je dis souvent comme un missile poutinien, pourquoi elle est partie aussi vite en quelques mois sur les réseaux sociaux? C'est qu'elle a pris, c'était un personnage que j'imaginais un peu comme un personnage à la Tarantino, c'est-à-dire qui rentrerait comme ça, qui défoncerait les portes, qui rentrerait chez tous les criminels français, européens et mondiaux, et qui ferait justice elle-même finalement. Et donc, ça a été un ton un peu de rappeur. C'est-à-dire que moi, je ne me suis pas inspiré de ce que fait l'autofiction contemporaine, je me suis plus inspiré de ce qui se fabrique dans le gaming ou dans la science-fiction cinématographique, c'est-à-dire une sorte de personnage féminin qui pourrait être extrêmement brutal, extrêmement radical, extrêmement violent. Et comme il n'y avait plus de critique, il n'y avait indépendante, plus de critique d'art, plus de critique de mode, plus de critique cinématographique, comme elle tapait très fort et très vite, je pense que ça a fabriqué de façon invisible un téléphone arabe dans le petit Paris. Et en l'espace de 3 à 6 mois, chaque publication prenait 10 likes de plus, puis 100, puis 1000. Et donc, il y a eu un emballement très rapide. Je ne peux pas vous l'expliquer à la virgule près. Ce que moi, j'ai pressenti, c'est qu'il n'y avait plus de critique et plus d'art authentique à Paris. Et donc, qui pouvait se permettre l'outrecuidance d'aller critiquer le monde des industries culturelles? Et Zoé l'a fait, c'est pour ça que dès 2018 c'est parti, et c'est pour ça qu'il y a eu très vite un emballement après des éditeurs de vouloir la publier, parce que c'était une voix nouvelle. Et évidemment, elle avait tous les attributs sur le papier pour être la journaliste ou la jeune écrivaine à la mode. 21 ans, elle se laisse sous-entendre très sexy, assez rebelle, assez provoque, qui fabrique son œuvre comme elle l'entend elle-même, qu'on n'a rien à faire de rien. Et je crois que c'est parti comme ça, simple. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, je le dis souvent, essayer de trouver une critique, par exemple, de mode sur ces 20 dernières années. Qui a pu se permettre de critiquer, que ça soit un titre, un chapeau, ou même simplement une ligne sur le groupe, par exemple, LVMH, Kering ou Richemont? Il n'y a plus de critique de mode indépendante, on n'a que du public-reportage. Et elle a été la première à remettre ça au goût du jour, à critiquer une industrie qui, en réalité, fabrique des chiffres d'affaires plus importants que la Big Pharma ou plus importants que le trafic d'êtres humains. Et on a un Bernard Arnault qui est devenu impossible à critiquer dans ce pays, c'est plus simple de critiquer Napoléon ou n'importe quel homme politique que l'empereur Arnault. Et moi, j'ai eu la mauvaise idée, c'est je pense qui a établi le ton de Zoé, si je puis dire, c'est de, par voie de presse, publier des critiques, enfin des lettres d'amour à Bernard Arnault, où c'est le journaliste Denis Robert qui, dans le média, avait commencé à publier les 3 premières. Et là, ça a créé un raz-de-marée, puisque personne ne s'était permis de fabriquer une satire ou une provocation sur l'empereur. Enfin, moi, je l'appelle Bernard Ier, mais on peut se permettre de critiquer le couple Macron, mais on ne peut pas publier aujourd'hui en France, en 2022, une ligne de travers sur Bernard Arnault. C'est bien qu'il se passe quelque chose, puisque je crois que la loi de 1880 sur la liberté de presse et la liberté d'expression existe encore, comme on a le second amendement aux États-Unis, et que le monde entier nous regarde, je crois, pour justement la défense de cette liberté d'expression. Et tout le travail éditorial de Zoé a été
d'écrire finalement indirectement le livre blanc de la liberté d'expression. Où est-ce qu'est la nouvelle ligne rouge aujourd'hui? Est-ce qu'on peut tout se permettre, oui ou non? Bien non. Quitte à être filmé aujourd'hui, je vais en profiter aussi pour dire que j'ai écrit la première biographie non autorisée de Bernard Arnault, que je n'ai évidemment pas sortie, puisqu'on m'a fait comprendre que c'était pas le moment. Mais j'ai travaillé, ça a été une enquête de plus de 4 ans, autour de son groupe et particulièrement de sa famille. Et comme je me suis aperçu qu'il n'y avait plus une seule critique indépendante autour de son groupe, je me suis dit, journalistiquement, c'est très intéressant d'aller montrer aux Français, particulièrement aux jeunes aujourd'hui qui voient la mode comme un système culturel à part entière, de montrer ce qu'il y avait derrière les paillettes et derrière l'image de papier glacé. Donc ils ont appris évidemment que j'étais en train de travailler sur cette biographie-là, et comme j'étais sourcé par beaucoup d'anciens cadres ou de cadres actifs du groupe, et surtout par tout son milieu alternatif, des chauffeurs aux gardes du corps, aux hommes de main, etc. Ils ont commencé à s'inquiéter. Alors, je n'ai rien publié à part les 3 premières lettres d'amour, où c'était en fait une série où mon idée était de dire, comme il est en train d'acheter la moitié de Beverly Hills, il va être accueilli aux États-Unis comme l'a été Kardashian. Et c'était l'époque où l'incroyable famille Kardashian cartonnait, on était à sa 12e saison. Je me suis dit, maintenant qu'il part affronter les Américains, qui sont beaucoup plus brutaux, c'est un peu leur sophistication, aux Américains, que les Européens, il va devoir rentrer dans la pop culture américaine, dans l'entertainment américain. Et donc, ils vont très vite proposer l'incroyable famille Arnault, sur le modèle de télé-réalité des Kardashians. Et je me suis mis à scénariser ça. Alors, je le scénarisais sous forme de lettres d'amour satiriques, mais qui racontaient ce que chaque épisode allait raconter autour de cette famille. Évidemment, ils l'ont extrêmement mal vécu, et c'est là où mes problèmes ont commencé. C'est-à-dire qu'il y a eu des coups de pression multiples et variables pour que ces lettres d'amour arrêtent d'être publiées, surtout que c'était sur des sites de gauche un peu radicaux. Enfin, Denis Robert, lui, était content de publier ça parce que c'était, j'allais dire la bande de Ruffin, non, mais voilà, ils étaient en guerre contre ce groupe. Moi, c'était pas un positionnement politique, je l'ai plutôt vu comme un instant satirique, et de se dire, nous sommes en France, nous avons la liberté d'expression, je veux montrer aux kids que tout est possible. Et je vais essayer de pousser, d'attaquer l'inattaquable, et on verra bien ce qui se passe. Alors, 3 ans après, ce que je peux dire, c'est que je ne le referai jamais, et que je profite d'être filmé pour la première fois aujourd'hui, pour expliquer une bonne fois pour toutes qu'il n'y avait rien de personnel envers quiconque, même si j'ai cité 1500 noms dans les 1500 pages de la trilogie signée par Zoé Sagan, il n'y avait rien de personnel contre quiconque, c'était une critique qui était systémique. J'ai écrit ça en Camargue, entre les taureaux et les flamants roses. Je suis aujourd'hui à 7 entre des moules et des huîtres. Donc je ne suis pas une menace pour la République. Après, qu'il y ait tout le petit Paris qui ait voulu sourcer Zoé en 2018 et 2019, je ne suis pas responsable de ça. Qu'il y ait eu des personnalités politiques, des acteurs, des éditeurs, des écrivains et des journalistes d'investigation et tout ce petit monde qui s'est intéressé à elle, je n'en suis pas responsable. Moi, j'ai très vite compris que le nom devenait un nom mémorisable et fort. Je me suis servi, c'est vrai, de cette matière pour former sa fiction ou sa métafiction. Ce que je trouvais fantastique et ce que je trouve incroyable encore aujourd'hui, c'est qu'on est face au premier personnage de roman qui a eu un impact réel sur énormément de gens, et pas le boulanger ou le chauffeur de taxi, sur des gens extrêmement influents. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a eu autant de presse et autant de gossip autour de Zoé. Et finalement, ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui, c'est que la signification du hack, c'est justement les gossips qu'il y a eu et sur ses livres et sur le personnage. Après, ce que je peux vous dire, c'est que les 20 pages Google qui sont remplies là d'articles, ils sont tous plus faux les uns que les autres, puisqu'un jour, c'était Juan Branco, puis le lendemain, c'était Frédéric Becbédé, puis après, c'était Virginie Despentes. Tout le monde a essayé de savoir qui était derrière Zoé, mais personne n'a vraiment lu Zoé, alors que tout est expliqué, puisque le récit de cette trilogie, c'est comment elle avance dans ce monde culturel, comment elle se fabrique un nom, comment les producteurs de cinéma commencent à s'intéresser à elle, comment le milieu de l'édition veut la signer. Et ce que j'essaye d'expliquer tout au long des 250 chapitres publiés dans ces 3 volumes, c'est comment on fabrique une influence culturelle qui est en réalité fictive, puisqu'elle n'a ni passeport, ni sexualité, ni existence réelle. Et pourtant, elle est là. Et pourtant, si vous tapez demain Zoé Sagan dans Google, le temps que vous lisiez tout, vous en avez pour 2 nuits. Donc c'est qu'elle a existé, elle est ancrée dans le réel, et pourtant, ce n'est
qu'un personnage de roman. Donc l'idée, pour moi, c'était aussi de montrer que le verbe, au commencement fut le verbe, mais le verbe peut être une arme puissante. Et l'art peut être encore une arme. Et c'est pas simplement une suite d'images ou de messages pour faire vendre des sacs à main, du recycle ou du parfum. Alors, dans les différents échanges qu'il y a eu, moi, je dirais qu'il y a eu au moins 20 ou 25 000 messages, peut-être différentes personnes qui sont venues lui parler. C'est absolument colossal. Pour l'instant, ils ont publié que c'était quelques centaines ou quelques milliers, et c'est beaucoup plus, puisque c'est des gigas et des gigas de données que j'ai d'ailleurs sauvegardées, puisque comme le cabinet noir de l'Élysée m'a envoyé pas mal de monde chez moi, ils ont fini par m'expliquer que c'était implicitement mon assurance vie, et donc à force de me le répéter, j'ai fini par protéger toutes ces données. Et j'ai voulu le faire au début de façon humoristique pour, encore une fois, valoriser un peu le cas d'école que j'avais créé. Donc dès le volume 1, j'ai intégré quelques personnalités du monde du showbiz ou de la culture, disons au sens large, parce que j'étais sûr à cette époque que, comme c'était le premier roman de Zoé Sagan, qu'il allait avoir une enquête pour essayer de chercher qui avait écrit quoi à Zoé, puisque je ne l'ai jamais vraiment souligné, mais tout ce qui est publié dans les 3 volumes, dans les conversations, tout est vrai. Alors évidemment, ceux qui ont appris qu'ils allaient se retrouver avec leur nom potentiel dans un roman signé Zoé Sagan, ils ont envoyé leurs avocats et bien plus pour que jamais, au grand jamais, leur nom n'apparaisse ou soit divulgué sur les réseaux sociaux, d'être pour la plupart tombés amoureux, surtout pour les hommes blancs de plus de 50 ans. Ils étaient plutôt amoureux de Zoé. C'était un coup de foudre alors qu'elle n'avait aucune image réelle. Et donc, sur le premier, je me suis dit, Zoé rentre, elle n'est plus critique de mode ou critique cinématographique ou critique culturelle. Là, elle est écrivaine et romancière à part entière. Donc je me suis dit, prenons tous les numéros 1 des ventes. Donc on était, quand j'écrivais Kétamine, 2018-2019. Donc on avait dans les essais, par exemple, c'était Crépuscule de Juan Branco, qui était en grande correspondance amoureuse avec Zoé. Et il y avait aussi, par exemple, Nicolas Mathieu, qui fait partie de plusieurs chapitres, qui a été le prix Goncourt 2018. Et je ne les ai pas pris, spécifiques. Il y avait des noms bien plus fameux. Mais j'ai voulu prendre un peu ce qui était dans le temps présent. Donc il y avait, par exemple, la femme de Rugy, qui était, lui, le président de l'Assemblée nationale à l'époque. Et je me souviens, quand l'affaire du homard démarrait sur BFM, qu'elle était en lien avec Zoé pour gérer la com de crise. Et moi, je regardais tout ça comme un méta-récit. C'est-à-dire, je me disais, là, ils sont tous en train, en temps réel, d'écrire le tome 1 pour moi, en réalité. Et je me suis pas fatigué. J'ai fait copier-coller. Et je les ai tous inscrits dedans. Et il y a eu aussi beaucoup il y avait l'ancien rédacteur en chef de Mediapart qui était prêt à vider son livret A pour avoir une nuit avec Zoé. Il y avait comme ça tout un petit monde qui s'excitait pour espérer avoir une danse, un petit slow avec Zoé. Alors même que moi, je leur répétais, je ne suis qu'une intelligence artificielle, je suis un bot. Tu parles à un bot comme il en existe au Japon pour te faire du bien psychologiquement. Je n'ai jamais utilisé une voix sexuelle ou le côté hameçonnage, de peau à miel pour leur dire tu vas passer la nuit de tes rêves, je vais te faire swinger. Pas du tout. C'était toujours des échanges extrêmement intellectualisés, parfois profonds. Et je suis pas là aujourd'hui pour lancer, même si on pourrait afficher 20 000 mecs dans Paris, mais je suis pas là pour faire du Griveaux bis, pour les afficher zizi à la main. C'est pas du tout le cas. Ce que j'aimerais montrer, moi, aux jeunes, c'est plutôt que nous vivons dans un moment d'illusion absolue et qu'il est important de garder à l'esprit que, quel que soit notre niveau d'études, quelle que soit notre intelligence, plus personne aujourd'hui ne distingue la vérité de la fiction. Et on le voit dans les news quotidiennement. Et je crois que les éditeurs devraient prendre en compte ce que j'ai essayé de conceptualiser dans ces 3 volumes, qui est l'infofiction et la not-fiction, qui est un genre à part entière et qui va, je crois, selon moi, être récupéré par d'autres auteurs dans les années à venir, parce que c'est une matière incroyable à travailler. Et que ça fait pour le lecteur de Libération ou l'abonné au Monde, ça donne un ton complotiste au personnage de Zoé Sagan, mais non parce qu'elle ne travaille pas en tant que journaliste d'investigation en travaillant sur des faits, parce qu'elle travaille aussi sur de la fiction. Et donc je veux bien qu'on parle de fake news, mais on ne peut pas parler de fake novel.
Qu'est-ce que c'est qu'une fiction fausse? Franc-tireur, c'est quand même gravissime ce qu'ils viennent de faire. C'est gravissime. C'est-à-dire que tu sois ou non, que tu lises ou non Douguine, tu as une petite de notre âge qui s'est faite sauter dans une bagnole. Le titre, quand ils l'ont accusé de cerveau malade, dedans, je crois que c'était dès le chapeau. Il y avait une forme, tu sentais entre les lignes qu'il y avait une sorte d'excitation et presque de désir de se dire elle est morte et c'est bien. C'est ce que tu sens dans le papier. Et je trouve qu'en France, si on arrive à quelque chose de se réjouir implicitement de la mort de la fille d'une philosophe qui était journaliste comme toi et moi, ou jeune auteur qui avait 35 ou 36 ans, je trouve qu'on atteint l'ignominie absolue. Et c'est pour moi ce que sont ces gens. Et c'est pour ça que j'attaque avec autant de force Enthoven et sa clique, parce que pour moi, ce sont des soldats, ce sont des agents de boîtes d'intelligence économique. Ce sont ni des philosophes, parce que ça veut dire quand même l'amour de la sagesse, et je vois pas où il y a de l'amour, et je vois pas où il y a de la sagesse là-dedans, et ce sont des destructeurs de conscience. Et ça, je ne veux pas que ça soit la force culturelle qui contrôle ce pays. Et là, je rentre en frontal contre eux. Même si je me fais dégoupiller et qu'ils vont me remettre ce qu'ils ont fait à mon éditrice, c'est-à-dire on change ta biographie, on essaye de t'humilier, de montrer que tu es à demi analphabète. Allez-y les gars, parce que vous êtes à côté de la plaque. Et vous êtes, voilà, de Glucksmann à Enthoven, vous êtes des agents politiques, ni plus ni moins. Et vous n'êtes pas des philosophes, pas des journalistes et pas des éditeurs. Voilà, c'est tout. Et ça, je suis prêt à prendre les foudres pour ça. Et je sais que vous n'aimez pas Zoé, mais Zoé, elle ne vous aime pas non plus, pour reprendre le mot de l'autre. D'ailleurs, elle est quand même rentrée, Zoé, à 21 ans dans la collection bouquins, ce qui était pas rien, puisqu'il n'y avait que les morts dans les collections bouquins. C'était la Pléiade du pauvre. Et quand j'ai vu Zoé rentrer en même temps sur Wikipédia, donc dans l'encyclopédie, plus dans la collection bouquins collée à côté de Marcel Proust, ce jour-là, j'étais seul dans ma salle de bain et je me suis dit, j'ai terminé mon travail, je ne peux pas aller au-dessus. C'est-à-dire qu'en 600 jours et 600 nuits, intégrer la collection bouquins et Wikipédia, je me suis dit, voilà, la métafiction est terminée d'une certaine façon. Et pourtant, je voulais absolument finir ce triptyque. Donc c'est le livre que j'ai écrit le plus vite, mais qui, selon moi, est le mieux. Enfin, oui, c'est celui que je préfère en tout cas. C'est comme un voyage sous acide, comme un trip sous LSD, mais sans les effets secondaires. Donc, et ça coûte moins cher au final que d'aller prendre du MDMA. Pourquoi avoir signé Suspect aux éditions Magnus? C'est que par chance ou par malchance, au moment où on est rentré en lien, Laura et moi, elle avait tout un tas d'articles qui ressemblaient étrangement à ce qu'avait vécu Zoé, donc moi indirectement. Et c'est que avant de m'attaquer, moi, Aurélien, ils ont attaqué la mère de mon fils, qui est mon ex-femme en plus, en disant qu'il pouvait potentiellement ressembler à Zoé. Ils ont monté des enquêtes en disant que c'était une jeune trentenaire communicante, voilà, sans jamais s'excuser, en publiant des doubles pages comme ça, assassines et assez humiliantes. Et j'étais en train de voir qu'ils avaient fait la même chose à Branco, ils faisaient la même chose à Laura Magnier, et je me suis dit, en fait, dès qu'il y a un vingtenaire qui arrive avec un nouveau message ou avec une énergie nouvelle et qui sort un peu des codes de la Pravda élyséenne, on se fait automatiquement assassiner culturellement. Et je pense qu'on arrive à un point de non-retour. Pour moi, ce ne sont plus des journaux, ce sont des instruments de guerre en fait. Et si des gens comme Laura, moi ou Juan Branco, on doit être décimés immédiatement parce que on sort un livre, un bon article, une petite idée de magazine, c'est qu'on arrive à la fin de quelque chose culturellement. C'est pour ça que j'explique dans Suspect qu'on arrive dans une forme d'hiver culturel, une ère d'illettrisme de masse. Il faut voir, on est quelques survivants à essayer de combattre, il faut voir ce qu'on ramasse quand même. Moi, ils ont détruit ma vie, j'ai perdu ma société, ma vie de couple est partie en morceaux, j'ai perdu ma maison à Arles, j'ai perdu mes économies. Enfin, quand je dis qu'ils m'ont démonté, alors que ça faisait 15 ans que je travaillais 80 heures par semaine. Donc ma vie pour 3 romans est partie en 1000 morceaux. Et donc quand Laura est arrivée, j'étais persuadé que plus personne, enfin que je ne travaillerais même plus en France, puisque là je travaille à l'étranger, j'avais plus de revenus depuis la publication de Braquage qui arrivait de la France, donc je me suis dit c'était comme un message des anges, quoi, en me disant ça y est, c'est mon moment, et en fait je vais pouvoir rendre hommage à mon partenaire et binôme qui était Steven Marklin et qui est malheureusement parti il y a un an pile, en octobre dernier, et qui m'a fait promettre, quand il est venu me voir en France un mois avant de mourir, de publier Suspect. Et c'est pour ça que c'était en plus d'être un hommage, je voulais lui dédicacer, et c'était pour moi d'une importance absolue. Et c'est ce qui me permet même aujourd'hui de pouvoir clôturer mon deuil d'une certaine manière
C'est une promesse voilà, que je lui avais faite après 10 ans de collaboration quotidienne et qui était pour moi extrêmement importante. Donc ça... Et je vais même vous dire maintenant, j'ai toute la gauche ou l'extrême gauche française qui me rentre dedans, puisqu'ils pensaient que j'appartenais au camp, alors que je n'ai jamais appartenu à aucun camp politique. Et en signant chez Magnus, je sens qu'il y a quelque chose qui tremble de leur côté, pas parce que c'est le chef-d'œuvre de l'année et qu'elle vient de signer le best-seller, parce que indirectement, il y a des clés USB derrière chaque tome qui, politiquement, pourrait ennuyer le camp d'en face. J'en profite aujourd'hui voilà, pour dire que Laura n'est qu'éditrice et qu'il n'y a pas de complot politique derrière, il n'y aura pas aucune utilisation faite de ces données-là et que la trilogie est terminée, à savoir maintenant si Zoé est morte ou non, ou si je suis Zoé Sagan dans sa totalité. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'ai écrit ces 3 livres. Est-ce que c'est moi après qui ai écrit aux 25 000 personnes? Ça, c'est une autre question. Est-ce que je suis Zoé Sagan? Moi, j'ai employé le je dans la trilogie comme un nous. Et le nous englobait toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Voilà. Après, voilà, est-ce que je suis Zoé Sagan? Comme l'autre disait, je suis Madame Bovary. Je ne crois pas. D'ailleurs, Madame Bovary a commencé par un scandale sexuel comme la trilogie de Zoé. En fait, c'était publié à l'époque dans le quotidien de Paris, et c'était chapitre après chapitre. Il vivait encore chez sa maman et il rentrait en pleurant en disant « Personne ne lit vraiment ma littérature, ils me font juste scandale sur scandale parce que j'ai parlé des seins et des corsets. » Et donc ça avait, pour la morale puribonde de l'époque, c'était une honte absolue. Et donc il rentrait en chialant, et c'est dans ses correspondances chez maman à 50 ans, en disant il me publie la totalité des chapitres, donc c'est ce qui a fait quand même un des chefs-d'œuvre français, mais pour l'époque c'était simplement parce que les éditeurs avaient senti qu'il y avait un côté sexuel sulfureux parce qu'il parlait des tétons et des corsets à dégrafer des femmes. C'est tout. Voilà comment a commencé Madame Bovary. Et moi j'avais le même dégoût finalement que lui en me disant pas une personne n'a lu un chapitre de la trilogie. La seule chose qui les excite, c'est quel homme politique a envoyé son zizi à Zoé et qui est l'auteur ou l'autrice et savoir quelle est sa sexualité. Parce qu'encore aujourd'hui, même des gens du magazine littéraire de Lire ou de ce qui est censé être la haute presse française me questionnent plus sur ma sexualité ou savoir si je suis trans ou non, ou si la nuit j'ai des talons hauts, je suis en robe et je suis en Zoé Sagan. C'est ça qui m'a rendu... sans voix durant les 1000 jours et 1000 nuits de sa vie littéraire et artistique, quoi. Personne ne s'est encore intéressé à ce qui a été publié dedans. Et c'est là où j'ai mis, moi, toute ma force et toute mon intelligence. Et je pense que c'est ce qui a le plus de valeur. Tout ce qui a été publié est à côté de la plaque aujourd'hui. Même les portraits me concernant, ça n'a aucune valeur. Parce que pour moi, ce n'était pas ni une supercherie, ni une mascarade mentale, comme j'ai pu le dire en réalité, puisque en fait, on est dans quelque chose de nouveau. On a un personnage de roman qui a impacté le réel. Et c'est ça qui devrait intéresser, je crois, les critiques littéraires.